Mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la séquence de la digestion. Un chapitre de la digestion et l'absorption, unité des fonctions de nutrition. Mes chers élèves, en première année, on a étudié l'organisation de l'appareil digestif chez l'homme. Et on a découvert que cet appareil est constitué par le tube digestif et les glandes digestives. Le tube digestif sont l'ensemble des voies dans lesquelles transitent les aliments que nous consommons. Ces voies sont respectivement la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin et l'anus. Alors que les glandes digestives sont les glandes salivaires, les glandes gastriques, le pancréas, les glandes intestinales et le foie. Ces glandes sécrètent les sucs digestifs qui participent à la digestion des aliments. Mes chers élèves, durant leur passage dans le tube digestif, les aliments subissent des transformations digestives nommées la digestion. Alors, quelle est la nature des transformations digestives? Et quels sont les produits de la digestion? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, historiquement, jusqu'au XVIIe siècle, on considérait la digestion comme un broyage des aliments, c'est-à-dire une transformation mécanique ou physique pure. Mais les travaux d'Oriabur et Spallanzani ont démontré que la digestion est aussi une transformation chimique des aliments. Alors comment se font les transformations digestives, physiques et chimiques dans le tube digestif? Mes chers élèves, on commence par la digestion buccale. Dans la bouche, les aliments solides sont coupés et broyés par les dents. C'est la mastication. Il s'agit d'une transformation physique ou mécanique. Après la mastication, la masse alimentaire imprégnée de salive est nommée le bol alimentaire. Mes chers élèves, pour découvrir les transformations chimiques des aliments dans la bouche, on va analyser le tableau suivant qui compare la composition d'un morceau de pain avant et après la mastication. On constate la diminution de la quantité de l'amidon dans le morceau de pain après la mastication et apparition du maltose qui est un sucre simple. Alors, comment expliquer la diminution de la quantité de l'amidon et l'apparition du maltose dans le pain après la mastication? Pour répondre à cette question, on peut annoncer plusieurs hypothèses, comme peut-être l'amidon se transforme en maltose dans la bouche sous l'action de la salive et de la température corporelle. Peut-être l'amidon se transforme dans la bouche en maltose sous l'action de la chaleur corporelle seule. Pour vérifier ces hypothèses, on va réaliser l'expérience de la digestion de l'amidon in vitro en utilisant le matériel expérimental suivant. L'emploi de l'amidon qui simule l'amidon cuite dans le pain. Un bain-marie qui simule la température buccale 37 degrés Celsius. Un thermomètre pour s'assurer de la température du bain-marie de 37 degrés Celsius. De l'eau iodée pour la mise en évidence de l'amidon. La liqueur de Fehling pour la mise en évidence du maltose. De la salive, un bec benzène pour le chauffage et des tubes à essai. Tout d'abord, on va découvrir comment préparer l'emploi de l'amidon. Pour préparer l'emploi de l'amidon, on mélange l'amidon en poudre avec de l'eau distillée. On obtient le lait de l'amidon. Et puis, on porte à ébullition le lait de l'amidon et on obtient une solution visqueuse et limpide qui est l'emploi de l'amidon.
Et maintenant, on va réaliser l'expérience de la digestion de l'amidon in vitro. Pour vérifier la première hypothèse, c'est-à-dire peut-être l'amidon se transforme en maltose sous l'action de la salive et de la température buccale, on utilise le tube 1. Et pour vérifier la deuxième hypothèse, c'est-à-dire peut-être l'amidon se transforme en maltose sous l'action de la chaleur buccale seule, on utilise le tube 2. On verse une quantité égale de l'emploi de l'amidon dans les deux tubes 1 et 2. Et puis on ajoute au tube 1 de la salive. Et puis on place ces deux tubes dans le bain-marie. Après 20 minutes, on retire les deux tubes. Et puis on verse une quantité du tube 1 dans le tube 3. Et une quantité du tube 2 dans le tube 4. Et puis, on teste la présence de l'amidon dans le tube 1 et 2 avec de l'eau iodée. On constate un résultat positif dans le tube 2 seulement, ce qui prouve que l'amidon a disparu dans le tube 1 et n'a pas disparu dans le tube 2. Et puis on teste la présence du maltose avec la liqueur de filling dans les tubes 3 et 4. On constate un résultat positif avec le tube 3 seulement. C'est-à-dire, il y a apparition du maltose dans le tube 1 seulement. Donc, dans le tube 1, l'amidon s'est transformé en maltose sous l'action de la salive et de la température corporelle 37 degrés Celsius. Donc, dans la bouche, l'amidon se transforme en maltose sous l'action de la salive et de la température corporelle 37 degrés Celsius. Alors, comment la salive transforme chimiquement l'amidon en maltose? Pour répondre à cette question, on va découvrir tout d'abord la structure de la molécule de l'amidon et le contenu de la salive. Cette forme hexagonale schématise une molécule du glucose. Il s'agit d'une petite molécule. Et cette chaîne, constituée par l'enchaînement de plusieurs molécules de glucose, constitue la molécule de l'amidon. Donc, les molécules de l'amidon sont des macromolécules, car elles sont constituées par des milliers de petites molécules de glucose. Alors que la salive contient une substance protéique nommée enzyme salivaire ou amylase. Elle est schématisée dans cette animation par des ciseaux. En effet, l'amylase fragmente et simplifie la molécule de l'amidon en deux molécules de glucose, appelées le maltose. Ce découpage est appelé hydrolyse ou simplification moléculaire. Cette simplification moléculaire se fait par la réaction chimique suivante. Mes chers élèves, après la mastication, la masse alimentaire prend une forme en boule nommée le bol alimentaire. Le bol alimentaire est propulsé par la langue vers l'œsophage. Et puis, les fosses nasales sont obturées par la luette. Et la trachée est fermée par l'épiglotte. Et le bol alimentaire est poussé par les contractions de la paroi de l'œsophage vers l'estomac. C'est la déglutition. Puis commence la digestion gastrique. Et maintenant, on va découvrir les transformations digestives dans l'estomac. L'estomac est le siège des contractions sous forme d'onde du haut vers le bas de l'estomac. Ces contractions participent au broyage des aliments. C'est une action physique ou mécanique.
Et maintenant, on va découvrir les transformations digestives chimiques dans l'estomac. Lorsqu'on compare la composition du bol alimentaire à son arrivée et à son départ de l'estomac, on constate une diminution de la quantité des protéines et apparition des polypeptides, qui sont de petites molécules de protides, et apparition du suc gastrique qui est libéré par les glandes gastriques. Alors, comment expliquer la diminution des protéines et l'apparition des polypeptides? On peut envisager plusieurs hypothèses. Entre autres, peut-être les protides se transforment chimiquement en polypeptides sous l'action de l'acide gastrique et de la température stomacale 37 degrés Celsius. Pour vérifier cette hypothèse, on va analyser l'expérience historique de William Beaumont en 1822. William Beaumont décrit son expérience comme suit: j'ai fait sortir du suc gastrique pur de l'estomac d'un chasseur canadien dont l'estomac a été perforé par une balle. J'ai mis le suc gastrique dans un flacon. Puis j'ai placé un morceau de viande cuit dans le suc gastrique. Et j'ai placé le tout dans un bain-marie. Après quelques heures, le morceau de viande s'est désintégré et a disparu. Et le contenu du flacon devient laiteux. Alors, comment expliquer chimiquement la disparition du morceau de viande? Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération que la viande est riche en protéines et que les protéines sont de macromolécules, comme le montre ce schéma. En effet, chaque forme géométrique constitue un acide aminé et l'enchaînement des acides aminés constitue une macromolécule protéique. Le suc gastrique contient un enzyme nommé protéase. Cette enzyme fragmente les macromolécules protéiques en petites molécules protéiques nommées polypeptides. C'est une hydrolyse aux simplifications moléculaires. L'hydrolyse des protéines nécessite la participation du protéase et de l'acide chlorhydrique contenu dans le suc gastrique et la participation de l'eau et la température gastrique 37 degrés Celsius. Cette hydrolyse se fait selon la réaction chimique suivante. Mes chers élèves, à la fin de la digestion gastrique, le contenu de l'estomac devient une purée nommée le chyme gastrique. Le chyme gastrique quitte l'estomac vers l'intestin grêle, où va se poursuivre la digestion intestinale. Mes chers élèves, et maintenant on va aborder la digestion intestinale. Dans le duodénum, c'est-à-dire la première portion de l'intestin grêle, déverse trois sucs digestifs qui sont le suc pancréatique, qui est libéré par le pancréas, le suc intestinal, qui est libéré par les glandes intestinales, la bile, qui est libérée par le foie. Mais la bile n'est pas un suc digestif, car il ne contient pas d'enzymes, mais il participe à l'émulsion des gouttes lipidiques en les divisant en molécules lipidiques. Il s'agit d'une action mécanique. Le suc pancréatique et le suc intestinal contiennent plusieurs enzymes qui sont la bilase, qui hydrolyse l'amidon en maltose selon la réaction chimique suivante. Le protéase, qui hydrolyse les polypeptides en acides aminés selon la réaction chimique suivante.
Lipase, qui hydrolyse les molécules lipidiques en glycérol et en acide gras, selon la réaction chimique suivante. Le maltase, qui hydrolyse le maltose en glucose, selon la réaction chimique suivante. Mes chers élèves, comme conclusion, la digestion est l'ensemble des transformations physiques et chimiques que subissent les aliments dans le tube digestif. Pour simplifier les macromolécules en petites molécules nommées nutriments. Les nutriments sont le glucose, les acides aminés, le glycérol, les acides gras, les sels minéraux, les vitamines et l'eau. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine sera consacrée à l'absorption intestinale. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.